Maintenant, la parole est à notre amie et collègue, Madame Bekhiria. Elle va vous parler de la violence en milieu de soins. C'est un thème très intéressant. Je vous prie de faire silence et d'entendre Madame Bekhiria dans son exposé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la violence en milieu de soins. C'est dans le même fil d'idées. Alors, bien sûr, je commence tout d'abord mon introduction avec une citation de Jean-Paul Sartre qui dit « La violence se donne toujours pour une contre-violence, c'est-à-dire pour une riposte à la violence de l'autre. » Autrement dit, la violence engendre la violence. Alors là, il faut savoir que la société est en perpétuelle évolution et désormais la violence fait vraiment partie de notre quotidien. Elle est présente dans la rue, dans les écoles, dans les transports en commun, les milieux de travail, mais également à la télévision et dans les jeux vidéo. Elle tend à se banaliser et devient de plus en plus menaçante pour ses victimes. Malheureusement, les personnels soignants ne sont pas épargnés par ce phénomène qui est perpétuellement grandissant. Selon le rapport mondial de l'OMS sur la violence et la santé, la violence est un grand problème de santé publique partout dans le monde. Plus de 1 600 000 personnes meurent chaque année des suites de violences. La violence est responsable de 14% des décès chez les hommes, de 7% chez les femmes. Elle figure parmi les principales causes de mortalité chez les personnes qui sont situées entre 15 et 44 ans. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu, dans ma présentation, surtout parler de la catégorisation des différentes situations de violence à l'hôpital. De nos jours, comme je vous ai dit, dans notre société, comme partout dans le monde, on se trouve fréquemment face au phénomène de violence qui devient omniprésent. La violence peut toucher non seulement l'intégrité physique, mais aussi psychologique de l'individu. Le but de cette présentation, c'est surtout définir et catégoriser les différentes formes de violence vécues entre patients, personnels, mais aussi institutions que nous oublions la plupart du temps. Alors, parlons tout d'abord de ce qu'on appelle la violence physique. Par définition, on appelle violence physique est une forme de violence qui est exercée sur le corps même de la victime, qui porte atteinte à son intégrité, telles que les coups, les blessures et les voies de fait, c'est-à-dire les actes qui sont considérés comme moins graves, car ils ne sont pas visualisables, mais ils y sont, comme par exemple les bousculades, les crachats, les cheveux arrachés, etc. Cette violence peut se voir entre personnel, mais aussi entre personnel à soignant, de soignant à personnel, d'accompagnant de personnes ou de patients à personnel. Alors, tout d'abord, voyons entre personnels, cette violence qui se situe entre les personnels eux-mêmes. Cette violence physique est difficile à quantifier. Quand elle se produit au sein d'un service entre personnels, il existe le plus souvent une régulation interne au sein de l'unité. On n'en parle pas. Alors vous voyez, et sûrement vous avez assisté à des violences entre deux personnels de la santé, et ça n'aboutit pas. C'est quelque chose qu'on rencontre, mais on n'a pas vraiment toujours
la possibilité d'en parler. Ça se règle entre le personnel dans le service. De personnel à patient, la violence peut émerger lorsqu'il y a une possibilité concrète d'effectuer un travail de qualité. Alors, à titre d'exemple, par exemple, lorsqu'on veut réaliser des soins d'hygiène ou de nursing sous contrainte, toujours faute de temps ou d'organisation, surtout l'organisation que nous connaissons tous, c'est comme un travail à la chaîne. Alors, on est obligé de faire les soins techniques complexes et de négliger les soins d'hygiène et les soins de base. Alors là aussi, on va essayer, par exemple, de choisir un genre de technique qu'on va faire. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas une personne âgée qui est hospitalisée, on va essayer de lui mettre une sonde vésicale au lieu de la laisser continente pour ne pas avoir à la déplacer tout le temps lorsqu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Donc on est contraint à poser une sonde vésicale. Le malade, parfois, quand il est gavé, pour aller plus vite, parce qu'il n'a pas tendance à manger dans un temps déterminé, il lui faut plus de temps. Donc, on a tendance à le gaver. Les soignants sont ici conscients d'une mission de soins mal accomplie, par manque de moyens, mais n'ont pas le choix d'agir autrement, ce qui est destructeur à long terme, bien sûr, pour les soignants. Le manque de moyens peut démotiver les soignants qui perdent progressivement le sens de leur travail. On entre ici dans une première phase d'épuisement professionnel, qu'on appelle communément le burn-out. Si le conflit entre les attentes des personnels et les contraintes de la situation de travail perdure, on assiste alors à des réactions défensives de collectifs souffrants. Les soignants réagissent de manière inconsciente à une souffrance accumulée de longue date. Dans les unités où la communication est parfois bloquée, où les difficultés perdurent sans solution depuis de nombreuses années. L'émergence au quotidien d'une violence physique dans les soins qui s'installe et perdure au sein du collectif traduit une rigidification des stratégies de groupe et une déviance des soins. Ces idéologies défensives de métier véhiculent une suspension du sens moral des soignants. Elles sont déshumanisantes vis-à-vis de ceux qui les subissent, mais aussi pour ceux qui les mettent en œuvre. Absence de réponse aux appels des malades, c'est ce que nous remarquons la plupart du temps. Ils nous demandent par exemple un verre d'eau, ils nous demandent d'aller aux toilettes et on fait comme si on ne les entend pas. Aussi, parfois des actes intrusifs réalisés brutalement, sans parole de réconfort ou de compassion. Alors, je suis sûre et certaine que vous avez eu la présence et vous avez vu, parfois, on fait des prélèvements, c'est-à-dire, on pique la veine et parfois on n'arrive pas à la piquer, et on recommence autant de fois sans même dire quoi que ce soit à la personne, et parfois on a même l'audace, si je peux dire ça, l'audace, j'ai pas un autre mot à dire sauf ça, on a parfois l'audace de dire, eh ben, c'est pas de ma faute. Vous avez... Voilà, voilà. C'est-à-dire notre faute, on la reporte sur l'autre. Oui. Alors parfois également les contentions physiques prolongées, soi-disant c'est un malade qui est agité, il ne se laisse pas faire, on a peur qu'il tombe, au lieu de mettre les attelles. Parfois les bousculades, l'agressivité et la violence du malade liée à sa pathologie.
bien sûr, de patient à personnel, ce sont des violences qu'on voit de patient à personnel, surtout les personnes qui sont psychotiques ou bien qui ont une démence ou sous l'effet de la drogue, ils peuvent se diriger contre les soignants. Alors l'agression physique du soignant, même minime, a toujours de lourdes répercussions psychiques. Le soignant va se sentir coupable d'être un mauvais professionnel, incapable d'avoir pu gérer telle situation, échec de soins, sentiment de peur, d'accompagnant de patients à personnel. Des minorités qui s'estiment exclues ou incomprises peuvent prendre l'hôpital en otage lors de manifestations contre, par exemple, l'interruption volontaire de la grossesse. Et ça, ce sont des situations qui ont été vécues dans certains pays comme en France. Et jusqu'à nos jours, on peut assister à ce genre de comportement ou d'agression. Oui. Deuxième sorte de violence, c'est la violence psychologique. Alors, par définition, c'est toute action, geste, parole, écrit, comportement ou attitude qui porte atteinte de façon durable par sa gravité ou sa répétition à l'intégrité morale ou psychologique de la personne humaine ou du collectif de travail. Alors, cette violence psychologique peut se voir entre personnel, de personnel à patient, de patient à personnel ou d'accompagnant de patient à personnel. Alors, entre personnel, cette violence entre personnel s'est toujours exprimée dans le milieu hospitalier lors des rites initiatiques des nouveaux arrivants. Surtout les premiers venus, c'est-à-dire lorsqu'ils sont affectés pour la première fois dans un service, et il y a ce qu'on appelle les phénomènes de bizutage du nouveau. Bien sûr, c'est des rites initiatiques préalables à une entrée dans un travail difficile. On va essayer d'isoler ce nouveau venu jusqu'à parfois le ridiculiser et le mettre en échec devant le groupe. Ces conduites, bien sûr, elles sont banalisées, mais il y a comme un accord tacite pour le personnel déjà existant. Moi-même, franchement, je l'ai vécu. Lorsque j'ai été affectée la première fois dans un service où j'ai subi, tout simplement, on me l'a dit par la suite, c'est pour me conformer déjà aux valeurs, aux méthodes de travail existantes. Comme j'étais nouvelle, on pensait que j'avais des idées nouvelles, que je voulais faire changer les choses. Ça ne passait pas. Voilà. Donc, elles sont tacitement acceptées par tous et visent à confronter le nouveau à une situation de peur ou de danger qu'il doit apprendre à maîtriser. Les phénomènes de bizutage qui s'installent et perdurent de façon souvent violente s'observent dans des équipes en burn-out où le nouvel arrivant devient un bouc émissaire. Le nouveau qui risque de déstabiliser l'équipe en montrant sa peur, sa fragilité, en proposant des remaniements de l'organisation du travail, est aussitôt rejeté par le groupe. Il n'a que deux alternatives: se mouler sur le même mode de fonctionnement que le groupe, quelle que soit sa structure de personnalité, et accepter la loi imposée en reniant ses valeurs ou partir du service. Parfois, des conflits survenus sur le lieu de travail et qui perdurent dégénèrent en mobbing, c'est-à-dire harcèlement moral. L'harcèlement moral au travail peut se définir comme toute action qui porte atteinte par sa gravité ou sa répétition à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique d'un salarié. De personnel maintenant à patient.
Les manifestations sont fréquentes et de formes diversifiées. Absence de réponse aux appels, non-respect de la pudeur du patient, malade incontinent, souillé, non changé, personnes âgées continent à l'entrée en service et à qui on met des couches par l'impossibilité d'organiser ses déplacements aux toilettes et qui devient incontinent en quelques jours, etc. De personnel à patient, ces comportements déviants par rapport aux valeurs véhiculées par les soignants ne sont pas le fruit de perversions individuelles, mais des réactions psychopathologiques défensives d'équipes en souffrance, où le soin a perdu tout sens, où la parole ne circule plus, où l'espoir d'un changement dans l'organisation du travail n'existe plus. Ces soignants fatigués, physiquement épuisés moralement, renvoient à leurs malades une violence incontrôlée, inconsciente, donc niée. De patient à personnel, l'exigence de plus en plus importante des usagers en termes de rapidité et d'excellence du service rendu exerce une pression croissante sur les soignants, souvent génératrice de violence. Et c'est pour ça que nous voyons de plus en plus la violence dans certains services, comme par exemple le service de la consultation, où on laisse les malades attendre pendant longtemps, parfois également dans les services d'urgence où il ne passe pas une journée s'il n'y a pas des interactions de vie personnelle et les malades. De patient à personnel, les malades, quelle que soit leur pathologie et leur mode d'arrivée à l'hôpital, sont de plus en plus intolérants à la frustration de l'attente, voulant être servis immédiatement, quelles que soient les difficultés environnementales et organisationnelles classiques. D'accompagnants de patients à personnel. L'omniprésence et la pression des familles dans la vie quotidienne des équipes rendent la réalisation du travail soignant très difficile devant des accompagnants exigeants, méfiants, parfois intransigeants. Là aussi, et dernier point, c'est de l'institution au personnel, il y a également une forme de violence, puisque dans certaines structures de soins, l'absence de prise en compte des connaissances professionnelles spécifiques de chacun, dont témoignent les demandes incessantes de remplacement, qu'on appelle les bouche-trous, pour pallier à l'absentéisme, est très mal vécu par des soignants, avec l'impression de n'être qu'un pion sur un grand échiquier, où le travail perd sa valeur et son sens. J'ai vu des personnels qu'on change du matin à l'après-midi et parfois de la matinée au service de nuit, sans qu'ils aient vraiment, surtout pour les débutants. Vous savez, quand on est affecté dans un service pour la première fois, avec notre diplôme, selon Patricia Benner, on est débutant et on ne peut pas travailler seul dans un service. 2 minutes, madame. Alors, certains pensent que lorsqu'on obtient notre diplôme, on doit être au même niveau que quelqu'un qui a déjà exercé dans ce service. Or, non. Pendant 2 ans, on doit être considéré comme un débutant et on doit être sous le tutorat d'un ancien qui va, lui, nous initier au travail. Alors, une non-reconnaissance institutionnelle du travail effectué, une impression d'absence de soutien par la hiérarchie
peuvent conduire les soignants à un désinvestissement progressif et destructeur, voire à des pathologies somatiques constituées. Cette perte d'espoir d'apporter sa contribution singulière à une structure hospitalière qui se déshumanise peut conduire à des décompensations psychiques individuelles ou collectives. L'impossibilité de répondre à la demande de mutation aussi d'un agent qui ne tolère plus les contraintes de l'unité où il est affecté génère rapidement des syndromes anxio-dépressifs. Il paraît fondamental d'aider l'agent à construire sa carrière en restant à l'écoute de ses demandes de mutation pour éviter des motivations, des investissements, voire des compensations. De l'institution au patient, l'hospitalisation est souvent vécue comme un traumatisme par les usagers. Nombreux sont les facteurs qui entrent en ligne de compte. Par exemple, la vetusté des locaux, à l'origine d'une promiscuité toujours difficile, qui est vécue très difficilement par les malades. Des réponses insuffisantes aux interrogations concernant le déroulement de tel ou tel examen. Les sentiments de peur devant l'inconnu, les heures de visite ou bien de réveil pour tout soin, ou dîner, par exemple, à 18h. Autant de contraintes qui sont vécues et qui peuvent être très mal vécues par les patients eux-mêmes. Et bien sûr, ça c'est une forme d'organisation institutionnelle. Conclure, madame. Oui. Conclure. Alors, qu'en conclusion, nous venons de décrire des situations de violence à l'hôpital très diverses, dont les facteurs de causalité sont multiples et intriqués. L'impact des violences de la société actuelle exige exigence accrue des contraintes de travail à l'hôpital. Ces phénomènes devenus une réalité fréquente au quotidien génèrent un coût humain indirect important, tant sur le plan individuel que sur le fonctionnement collectif. Absence au travail, congé de longue durée, détérioration du climat relationnel et de la qualité des soins. Pourtant, il existe une discordance entre le ressenti pénible des agents et l'absence de chiffres quantifiant le problème. Il n'y a pas de déclaration d'accident de travail dans ce contexte. Les phénomènes de violence sont souvent banalisés, cachés, avec un sentiment de honte, de culpabilité, de solitude des agents victimes d'agression ou de harcèlement. Toutes les actions de prévention et de lutte contre la violence doivent s'appuyer sur la participation et l'engagement de tous les professionnels et les instances concernées, hôpitaux, direction, ministère. Et je vous remercie. Merci.